Je m'appelle Raphaël Morin, j'ai 29 ans, et je suis représentant commercial pour Nova Pharm, l'une des plus grandes industries pharmaceutiques de France. Je vis à Bordeaux depuis 6 ans, dans un appartement au 3e étage d'un immeuble haussmannien qui donne sur la rue Sainte-Catherine, et ma vie, jusqu'à ce mardi de mars, suivait le rythme prévisible et confortable que j'avais moi-même choisi. Les rendez-vous avec les médecins le matin, les rapports à remplir l'après-midi et le soir, un verre de vin rouge sur mon balcon, en regardant les pigeons se disputer les miettes laissées par les touristes sur le trottoir d'en bas. C'était une vie simple, organisée, sans surprise. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce congrès à Paris, le Salon international de la pharmacologie et de l'innovation médicale, je l'attendais avec une ambivalence typiquement française, une certaine fierté professionnelle mêlée d'une lassitude anticipée. 3 jours entiers au Palais des Congrès de la Porte-Maillot, entre des stands aux couleurs trop vives, des présentations PowerPoint interminables et des buffets de petits fours que tout le monde mange debout en faisant semblant de trouver ça chic. J'avais déjà vécu ça 2 fois auparavant. Je savais exactement comment ça allait se passer. J'ai pris le TGV depuis Bordeaux-Saint-Jean le lundi matin, dans ce train qui traverse les Landes à toute vitesse, ces forêts de pins interminables qui défilent par la fenêtre comme un rêve monotone. J'avais mon badge de congressiste autour du cou avant même d'arriver à Montparnasse, une habitude professionnelle, ce réflexe d'appartenir à quelque chose dès qu'on quitte son territoire. Mon hôtel se trouvait avenue de la Grande Armée, à 10 minutes à pied du Palais des Congrès, une de ces adresses parisiennes qui sonnent grandioses mais qui cachent des chambres étroites avec des fenêtres donnant sur une cour intérieure. Peu importe, je n'étais pas là pour les vues. Le premier jour s'est passé exactement comme prévu. J'ai visité les stands, distribué mes cartes de visite, souri au bon moment, posé des questions pertinentes lors des conférences, et rejoint mes collègues pour le dîner dans un restaurant du 17e arrondissement qui servait une blanquette de veau correcte sans être exceptionnelle. J'ai bu un verre de Chablis, j'ai écouté mes collègues parler de leurs chiffres de vente. Je suis rentré à l'hôtel avant 22 heures en me disant que j'étais décidément un homme raisonnable. C'est le 2e jour que tout a basculé, et de la manière la plus banale qui soit, à cause d'un café renversé. Il était environ 10 heures du matin. Je sortais de la conférence sur les nouvelles molécules anti-inflammatoires, pas exactement passionnant pour quelqu'un qui vend des médicaments sans forcément comprendre leur chimie profonde, et je me dirigeais vers l'un de ces points de ravitaillement installés dans les couloirs du Palais des Congrès, ces petites tables avec des thermos de café tiède et des petits gâteaux secs enveloppés dans du cellophane. Il y avait du monde, comme toujours pendant ces pauses, tout le monde se précipitant vers la caféine comme si leur survie en dépendait. Je tendais la main vers un gobelet en plastique quand quelqu'un a bousculé mon coude, et le café s'est renversé, pas sur moi, mais sur la personne qui se tenait à ma gauche, une femme que je n'avais pas encore regardée. Je me suis retourné pour m'excuser, prêt à faire la grimace de circonstance, et c'est là que je l'ai vue pour la première fois. Jade Mercier. Bien sûr, je ne savais pas encore son nom. Je ne voyais qu'une femme de peut-être 30 ans, cheveux bruns coupés au carré, un tailleur marine parfaitement ajusté désormais orné d'une tache de café sur le revers de la veste, et des yeux noisettes qui me regardaient, avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer, entre l'agacement et l'amusement, quelque part dans cette zone floue où les gens intelligents habitent souvent. Je me suis excusé avec la sincérité que la situation réclamait. J'ai cherché une serviette en papier dans ma poche. Elle a dit que ce n'était rien avec cette façon qu'ont les gens bien élevés de minimiser les accidents des autres, même quand c'est vraiment gênant. Et nous sommes restés là une seconde de trop, ce moment suspendu où 2 étrangers se retrouvent plus proches qu'ils ne l'avaient prévu. Elle venait de Lyon, m'a-t-elle dit quand la conversation a naturellement pris ce tournant. Moi de Bordeaux. 2 villes qui se respectent, ai-je répondu bêtement, et elle a souri pour la première fois, un sourire bref, presque involontaire, comme si elle avait décidé de ne pas sourire, mais que son visage avait passé outre. Nous avons bu notre café ensemble, debout dans ce couloir bruyant, entre les conversations professionnelles des autres et le va-et-vient des congressistes. J'ai appris qu'elle s'appelait Jade Mercier, qu'elle était directrice générale de Nova Pharm, ma propre entreprise, ce que j'aurais peut-être dû savoir mais que je n'avais visiblement pas retenu lors de ma lecture des organigrammes internes. Je dois avouer que j'ai eu un instant de malaise. Cette conscience soudaine de parler à ma supérieure hiérarchique, comme si elle était une inconnue ordinaire. Mais quelque chose dans sa manière d'être m'a indiqué qu'elle préférait ça, qu'elle n'aimait pas que les gens changent d'attitude dès qu'ils apprenaient son titre. Elle avait 33 ans, 4 de plus que moi, et une façon de parler qui m'a immédiatement fasciné. Précise sans être froide, directe sans être brutale,
avec des pauses calculées dans ses phrases qui donnaient l'impression que chaque mot avait été choisi parmi plusieurs candidats. Elle n'était pas du genre à parler pour combler le silence. Quand elle n'avait rien à dire, elle ne disait rien. Et ça, dans un monde professionnel où tout le monde parle constamment pour prouver qu'il existe, c'était presque révolutionnaire. La pause touchait à sa fin. Les gens autour de nous recommençaient à circuler vers les salles de conférence. Elle a regardé son programme, puis moi, avec cette expression mi-amusée que j'apprendrai à reconnaître comme sa signature. Elle m'a dit qu'elle avait apprécié cette conversation imprévue, que les meilleures conversations commencent toujours par un accident, et avant que je puisse répondre quelque chose d'intelligent, elle était repartie dans le flux du couloir, son tailleur marine taché disparaissant dans la foule. J'ai passé le reste de la matinée à la chercher des yeux entre les présentations, ce que j'ai mis plusieurs heures à admettre à moi-même. Je l'ai revue à déjeuner dans la grande salle de restauration du Palais des Congrès, cet espace trop bruyant où les plateaux de nourriture industrielle prétendent être de la vraie cuisine. Elle était seule à une table de 4, concentrée sur son téléphone, et j'aurais pu m'installer ailleurs. Il y avait des dizaines de places disponibles, mais je suis allé vers elle avec mon plateau, et je lui ai demandé si je pouvais m'asseoir, en précisant que je n'étais pas obligé si elle voulait déjeuner tranquille. Elle a posé son téléphone et m'a fait signe de m'asseoir, et j'ai eu l'impression d'avoir réussi quelque chose, ce sentiment disproportionné par rapport à l'événement réel. Ce déjeuner a duré presque 2 heures. Nous avons oublié les conférences de l'après-midi, ou plutôt, nous avons décidé tacitement de les oublier, ce genre de décision commune qui ne se discute pas, mais qui se comprend. Nous avons parlé de Lyon et de Bordeaux, de ce que c'est que de grandir dans des villes qui ont leur propre fierté géographique et culinaire, elle me défendant les quenelles et la praline rose avec une conviction qui m'a fait rire, moi lui expliquant pourquoi le vin de Bordeaux est objectivement supérieur à tout ce qui se fait en Bourgogne, ce qui était évidemment une provocation et elle l'a accepté comme telle, avec un sourire qui signifiait qu'elle n'était pas d'accord, mais qu'elle trouvait la conversation agréable malgré tout. Elle m'a parlé de son parcours avec cette économie de mots qui lui était propre, sans se vanter et sans minimiser non plus, des études de pharmacie à Lyon, puis un master en management à Sciences Po Paris, une ascension professionnelle rapide qu'elle attribuait moins à son intelligence qu'à sa capacité à rester calme, quand tout le monde autour d'elle s'affolait. Je lui ai parlé de mon travail de terrain, de ces journées passées à convaincre des médecins sceptiques, de la solitude parfois de cette vie de représentant qui fait des centaines de kilomètres par semaine dans une voiture de fonction. Elle m'a écouté avec une attention que je n'attendais pas de quelqu'un à son niveau hiérarchique, cette qualité rare d'être vraiment présent à ce que l'autre raconte. L'après-midi, nous nous sommes retrouvés dans la même conférence par hasard ou peut-être pas, et nous nous sommes assis côte à côte naturellement, comme si c'était déjà une habitude. Entre les interventions des orateurs, nous échangions des regards complices sur les slides trop chargés ou les questions des participants trop longues pour être de vraies questions. Ce langage silencieux qui se construit rapidement entre deux personnes qui se comprennent sans effort, je le reconnaissais, je savais ce que ça signifiait, et je savais aussi que c'était compliqué, étant donné qui elle était. Le soir du 2e jour, le congrès organisait un cocktail officiel dans les salons du palais, lumière tamisée, champagne correct, musique de fond discrète. J'étais debout près d'une fenêtre avec un verre à la main quand elle s'est approchée de moi, seule cette fois, sans le groupe de directeurs régionaux qui l'avaient entourée toute la journée. Elle portait une robe bordeaux, et j'ai failli faire une blague sur la couleur, mais je me suis retenu juste à temps. Nous avons parlé pendant 1 heure dans ce coin de salle, et les conversations du 2e verre de champagne sont toujours différentes de celles du premier, plus personnelles, plus honnêtes, avec moins de ces petites retenues professionnelles qui structurent les échanges dans la journée. Elle m'a dit qu'elle trouvait ces congrès épuisants non pas physiquement mais mentalement. Cette obligation permanente d'être la directrice générale, ce rôle qu'elle portait comme une armure et qui parfois lui pesait. Je lui ai dit que c'est peut-être pour ça qu'elle avait apprécié notre rencontre accidentelle du matin, parce que j'avais renversé du café sur la directrice générale avant même de savoir qu'elle l'était. Elle a ri, un vrai rire cette fois, pas ce sourire bref et contrôlé de la matinée, et j'ai réalisé que c'était la première fois que je l'entendais rire vraiment. La soirée avançait, les groupes se dissolvaient, les gens partaient, certains vers d'autres soirées professionnelles, d'autres vers leur hôtel. Nous étions toujours là, debout au même endroit, nos verres vides depuis longtemps, et il y avait cette conscience mutuelle de quelque chose qui existait entre nous, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne nommait, parce que nommer les choses trop tôt, c'est souvent les abîmer. C'est à ce moment-là qu'elle a dit quelque chose qui a résonné en moi, bien au-delà de ce que les mots eux-mêmes exprimaient.
Elle m'a regardé avec cette expression sérieuse qu'elle avait quand elle décidait de dire quelque chose d'important, et elle m'a dit que Paris était une parenthèse, et que les parenthèses étaient parfois ce qu'il y avait de mieux dans une phrase, mais qu'elle voulait qu'on se retrouve après ici, hors de cette bulle du Congrès, dans la vraie vie, dans nos vraies villes, avec notre vrai quotidien. Et puis elle a ajouté, et cette précision m'a semblé cruciale, qu'elle ne savait pas exactement ce que ça signifiait encore, cette invitation, qu'elle était honnête là-dessus, mais qu'elle savait qu'elle le voulait. Je lui ai répondu que j'étais d'accord, que je ne savais pas non plus ce que ça signifiait, et que c'était peut-être la meilleure façon de commencer quelque chose, sans trop savoir où ça mène. Le 3e et dernier jour du Congrès, nous nous sommes évités. Non pas par froideur, mais par cet instinct étrange qui pousse parfois les gens à préserver ce qui vient de naître en ne l'exposant pas trop à la lumière trop tôt. Je l'ai aperçue de loin à plusieurs reprises, dans des groupes, en conversation, et à chaque fois elle a semblé sentir mon regard parce qu'elle s'est retournée vers moi une fraction de seconde, juste assez pour confirmer que nous pensions à la même chose. Sur le quai de la gare Montparnasse, attendant mon TGV pour Bordeaux, je lui ai envoyé un message, juste mon numéro et un mot, Bordeaux, en minuscule, comme un clin d'œil à la couleur de sa robe. Elle a répondu 2 heures plus tard, quand elle était déjà dans son train pour Lyon, Lyon en minuscule également. Et pendant les semaines qui ont suivi, nos 2 villes ont commencé à se rapprocher, d'abord par message, puis par appel, puis par ces week-ends qui s'organisent d'abord timidement, puis avec une urgence croissante, cette impatience caractéristique des gens qui découvrent qu'ils tiennent à quelqu'un plus qu'ils ne l'avaient prévu. Nos 2 premiers mois ensemble ont été faits de TGV et de week-ends alternés. Un week-end à Lyon, un week-end à Bordeaux, cette géographie sentimentale imposée par la distance qui donnait à chaque retrouvaille une intensité particulière, ce sentiment que le temps passé ensemble valait double parce qu'il était compté. À Lyon, elle me faisait découvrir ses adresses. Le marché de la Croix-Rousse le samedi matin, la boucherie Sibylia aux Halles Paul Bocuse, les quais de Saône le soir quand la lumière tourne au doré sur les façades des immeubles. À Bordeaux, je lui montrais mes coins, le marché des Capucins, les chais du quartier des Chartrons, les petites rues du quartier Saint-Pierre, où les pierres blondes changent de couleur selon l'heure du jour. Nous étions prudents, tous les 2, Jade en particulier parce qu'elle était consciente de la fragilité de la situation, de cette asymétrie professionnelle entre nous qui pouvait compliquer les choses. Elle avait établi une règle tacite dès le début. Dans le contexte du travail, nous étions des collègues. Un point, c'est tout. Cette discipline lui coûtait, je le voyais, mais je la respectais parce que je comprenais ce qu'elle protégeait. Pas seulement sa réputation, mais quelque chose de plus précieux. Cette intégrité professionnelle qui était partie intégrante de qui elle était. Et pourtant, malgré cette prudence, malgré cette organisation millimétrée de notre relation, quelque chose de puissant se construisait, pas de manière spectaculaire, pas avec les grands gestes romanesques qu'on voit dans les films français des années 80, mais silencieusement, solidement, comme ces constructions qui s'ancrent profondément dans le sol avant de s'élever. Je pensais à elle constamment, cette présence dans mon esprit, qui s'était installée progressivement et refusait de partir, cette façon qu'elle avait de peser sur mes pensées, même quand nous n'étions pas ensemble. 3 mois après le congrès, quelque chose a changé. Pas brutalement, pas avec une dispute ou un moment décisif clairement identifiable, mais progressivement, insidieusement. Les messages se faisaient un peu moins fréquents, les appels un peu plus courts. Elle était de plus en plus sollicitée professionnellement, un projet de restructuration interne qui l'accaparait entièrement, des voyages à l'international qui s'enchaînaient. Et moi, de mon côté, j'avais recommencé à accepter des rendez-vous le week-end que j'avais déclinés pendant des mois, cette façon qu'ont les gens de reprendre leurs habitudes quand les retrouvailles commencent à se raréfier. Nous n'avons pas eu de rupture officielle. C'est ce qui est peut-être le plus douloureux avec le recul. Pas de conversation finale, pas de décision commune, juste cet essoufflement progressif d'une relation qui n'avait pas eu assez d'espace pour respirer normalement, compressée entre 2 villes, 2 emplois du temps surchargés, et cette prudence professionnelle qui nous empêchait d'être pleinement ce que nous étions l'un pour l'autre. Un soir d'octobre, j'ai réalisé que nous ne nous étions pas parlé depuis 12 jours. 12 jours. Et ni l'un ni l'autre n'avait semblé le remarquer, ou du moins, ni l'un ni l'autre n'avait fait le premier pas pour y remédier. J'ai envoyé un message. Elle a répondu le lendemain. Nous nous sommes dit des choses douces et honnêtes, que nous avions vécu quelque chose de beau, que la distance avait raison de nous, que nos vies étaient trop différentes en termes de rythme et de contraintes. Nous nous sommes souhaités bonne continuation avec cette sincérité mélancolique des gens qui se séparent sans se haïr,
ce qui est peut-être la forme de séparation la plus difficile à digérer parce qu'il n'y a pas de colère pour anesthésier la tristesse. J'ai passé les semaines suivantes à travailler plus que nécessaire, ce réflexe masculin classique de compenser par l'activité ce qu'on ne sait pas gérer émotionnellement. Mes chiffres de vente ont été excellents en novembre et décembre. Mon directeur régional m'a félicité chaleureusement. J'ai souri et dit merci, et je suis rentré chez moi dans mon appartement qui sentait le café et le parquet ancien, et j'ai regardé mes pigeons sur le balcon en me demandant si Jade pensait parfois à notre conversation sur les parenthèses. 8 mois ont passé. L'hiver bordelais, doux et pluvieux, a cédé la place à un printemps lumineux, et j'avais réussi quelque chose que je croyais plus difficile. Ne plus penser à elle tous les jours. Seulement certains jours. Seulement quand quelque chose me rappelait Lyon, ou le palais des congrès, ou les robes Bordeaux, ou le café renversé. C'est dans cet état d'apaisement relatif, cette convalescence sentimentale presque achevée, que mon directeur régional m'a convoqué un mardi matin de juin pour m'annoncer ma mutation, à Lyon. La nouvelle de ma mutation à Lyon m'a d'abord traversé comme un courant électrique, cette sensation physique et immédiate qui précède la pensée, avant même que mon cerveau ait eu le temps de formuler une réaction cohérente. Mon directeur régional parlait encore. Il expliquait les raisons stratégiques de ce transfert. L'agrandissement de l'équipe commerciale dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'opportunité de carrière que représentait ce nouveau territoire, la confiance que la direction plaçait en moi, et moi j'entendais tout ça de très loin, comme si ces mots arrivaient, filtrés par une vitre épaisse, parce que mon esprit avait déjà fait le chemin tout seul et était arrivé à une seule conclusion. Jade habitait à Lyon. Je n'ai rien dit, évidemment. Il n'y avait rien à dire sur ce sujet-là. Rien qui eût été approprié dans ce bureau propre et climatisé, où mon directeur me souriait, avec la satisfaction de quelqu'un qui croit offrir une bonne nouvelle. C'en était une, objectivement. Lyon était une belle ville, un territoire commercial dynamique, une promotion déguisée en mutation géographique. J'ai serré la main de mon directeur, j'ai dit que j'étais honoré de la confiance accordée, et je suis sorti dans le couloir, avec ce mélange caractéristique d'excitation et d'appréhension que produisent les situations où le destin semble prendre l'initiative à votre place. J'avais 3 semaines pour organiser mon déménagement. 3 semaines pendant lesquelles j'ai fait ce que tout le monde fait dans ces moments-là. J'ai cherché un appartement sur les sites immobiliers en buvant du café froid. J'ai annoncé la nouvelle à mes amis bordelais qui ont fait les têtes désolées de circonstances avant de proposer une soirée d'adieu. Et j'ai essayé de ne pas trop penser à la question centrale que j'évitais soigneusement, celle qui revenait pourtant chaque nuit avec une régularité têtue. Est-ce que je devais prévenir Jade de mon arrivée? La question avait plusieurs dimensions et je les ai toutes examinées avec cette rigueur analytique un peu froide que j'adopte quand les émotions risquent de prendre le dessus. D'un côté, la décence ordinaire entre 2 personnes qui s'étaient connues intimement semblait exiger que je la prévienne, plutôt que de la laisser me découvrir par hasard dans les couloirs de l'entreprise ou dans la rue. De l'autre côté, il y avait cette fragilité de ce qui avait existé entre nous, cette chose délicate et inachevée qu'un message maladroit pourrait abîmer encore plus qu'elle ne l'était déjà. Et puis il y avait une 3e dimension que j'avais plus de mal à m'avouer franchement. J'avais peur. Peur de sa réaction, peur de l'indifférence qu'elle pourrait manifester. Cette indifférence polie des ex qui ont tourné la page et qui n'ont pas besoin qu'on la tourne à nouveau. J'ai finalement décidé de ne pas prévenir. Pas par lâcheté, je me le suis juré à moi-même, mais par respect de cette ligne qu'elle avait toujours maintenue entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Si nous devions nous retrouver, ce serait dans le cadre du travail d'abord, et le reste, s'il devait exister, suivrait naturellement. Cette décision prise, je me suis senti légèrement mieux, avec cette paix provisoire qu'on s'accorde quand on remet à plus tard quelque chose qu'on ne sait pas gérer maintenant. Lyon en juin est une ville différente de celle que j'avais connue en hiver et au printemps lors de mes week-ends avec Jade. La lumière est plus généreuse. La Saône et le Rhône brillent différemment. Les terrasses des brasseries débordent sur les trottoirs, et les gens marchent avec cette décontraction méridionale, qui surprend toujours les nordistes. J'ai trouvé un appartement dans le quartier de la Croix-Rousse, au sommet de la colline, avec une vue sur les toits de la ville et, par temps clair, une bande de ciel bleu au-dessus des immeubles. C'était plus grand que mon appartement bordelais, avec des plafonds hauts et des fenêtres à petits carreaux qui donnaient à l'ensemble un charme légèrement suranné que j'ai immédiatement aimé. Mon premier jour au bureau lyonnais de Nova Pharm s'est passé sans incident remarquable. Les présentations habituelles, les nouvelles têtes, les cafés offerts par des collègues curieux de connaître le bordelais qu'on leur envoyait. Le bureau régional se trouvait dans le 6e arrondissement,
un immeuble moderne au milieu d'un quartier bourgeois planté de platanes, et la directrice générale, m'avait-on précisé lors de mon intégration, avait son bureau au siège parisien, mais passait une semaine par mois à Lyon pour superviser les opérations régionales. Elle n'était pas là cette première semaine, et je me suis surpris à noter son absence avec un soulagement mêlé de déception, ce paradoxe émotionnel classique qui vous indique que vous n'avez pas autant tourné la page que vous vouliez raconter. C'est lors de ma 3e semaine à Lyon qu'elle est arrivée. Je travaillais à mon bureau, concentré sur un rapport de prospection pour le nouveau territoire qu'on m'avait confié, quand j'ai entendu sa voix dans le couloir. Pas ses mots, juste sa voix, ce timbre particulier et cette façon de prononcer les phrases avec ces pauses calculées que j'avais reconnues immédiatement au milieu de toutes les autres voix du bureau. Mon stylo s'est immobilisé sur ma feuille tout seul, sans que j'aie décidé quoi que ce soit. Elle est entrée dans l'open space avec la responsable des ressources humaines, faisant le tour des équipes comme elle le faisait probablement à chaque visite mensuelle. Je l'ai observée traverser la salle, serrant des mains, posant des questions, hochant la tête avec cet air attentif qui était sa manière d'être partout et toujours. Elle portait un tailleur gris clair cette fois, ses cheveux bruns toujours au carré, et elle avait l'air exactement comme dans mon souvenir, ce qui était à la fois rassurant et perturbant. Quand elle est arrivée à ma rangée de bureau, la responsable RH a fait les présentations avec ce ton professionnel des gens qui ne savent pas qu'il y a une histoire derrière les noms qu'ils prononcent. Elle a dit mon prénom et mon nouveau poste, et j'ai levé les yeux vers Jade au moment précis où elle les levait vers moi. Il y a eu une seconde. Une seule seconde où le monde professionnel autour de nous a continué à tourner normalement, pendant que quelque chose de complètement différent se passait entre nous deux, dans cet espace invisible, entre nos regards. J'ai vu la surprise traverser son visage, cette fraction de seconde où elle n'avait pas encore décidé ce qu'elle allait montrer, et puis le masque professionnel est revenu, parfaitement ajusté, impeccable, et elle m'a tendu la main avec un sourire de directrice générale, accueillant un nouveau collaborateur. Elle a dit qu'elle était ravie de m'avoir dans l'équipe lyonnaise, qu'elle avait entendu de très bons retours sur mon travail à Bordeaux, et que Lyon était une belle ville qui méritait d'être découverte. 3 phrases parfaitement neutres, parfaitement professionnelles, sans une inflexion, sans un mot de trop. J'ai répondu quelque chose d'également neutre et professionnel, je ne me souviens plus exactement quoi, et elle est passée au bureau suivant comme si de rien n'était. Mais dans cette seconde initiale, avant que le masque revienne, j'avais vu quelque chose dans ses yeux, pas de l'indifférence, quelque chose de plus complexe que ça. Les jours suivants ont été une leçon de maîtrise de soi que j'ai observée avec une admiration mêlée d'une certaine frustration. Jade se comportait envers moi exactement comme envers tous les autres membres de l'équipe, ni plus ni moins attentive, ni plus ni moins distante. Elle répondait à mes mails en quelques heures, comme à tous les autres. Elle assistait aux réunions d'équipe avec cette présence professionnelle qui lui était naturelle. Rien, absolument rien, dans son comportement n'aurait permis à un observateur extérieur de deviner qu'il y avait autre chose entre nous que le lien hiérarchique ordinaire. Moi, j'étais moins doué pour cette performance. Je me surprenais à chercher son regard pendant les réunions, à analyser ses mots pour y trouver des sous-textes qui n'existaient peut-être pas, à remarquer les détails de sa présence avec une acuité qui n'avait rien de professionnel. Un soir de la 2e semaine, en rentrant chez moi à pied depuis le bureau, j'ai longé les quais de Saône et je me suis souvenu d'un samedi d'hiver où nous avions marché exactement au même endroit, elle m'expliquant l'histoire des traboules, ces passages secrets qui traversent les immeubles lyonnais de cour en cour, vestiges des soyeux qui transportaient leurs étoffes à l'abri de la pluie. Ce souvenir était si précis, si physiquement présent, que j'ai dû m'arrêter un moment au bord de la rivière. C'est 1 semaine et demie après son arrivée à Lyon qu'elle m'a envoyé un message. Pas un mail professionnel, un vrai message. Sur mon téléphone personnel, le numéro qu'elle avait conservé depuis Paris. Court, direct, comme toujours. Est-ce que je savais que le café-comptoir de la Bonne Nouvelle faisait le meilleur café de Lyon, et si je l'avais déjà essayé depuis mon installation? Rien d'autre. Pas de questions sur pourquoi je n'avais pas prévenu, pas d'allusion au passé, pas de sentiment. Juste cette question anodine sur un café. J'ai répondu que non, que je ne connaissais pas encore, que Lyon était grande et que j'explorais progressivement. Elle a répondu après une pause de 20 minutes que si je voulais, elle pouvait m'y emmener samedi matin pour le café et le marché d'à côté. Proposition formulée avec une légèreté apparente parfaitement calculée, cette façon qu'elle avait de laisser la porte entr'ouverte sans jamais sembler en avoir besoin. Le samedi matin, il faisait ce temps lyonnais de juillet, chaud sans être étouffant, avec cette lumière blanche et propre des matins d'été avant que la chaleur s'installe.
Je l'ai retrouvée devant le café à 9 heures, et elle était là avant moi. Un détail que j'ai noté, elle qui était toujours ponctuelle jusqu'à la limite de la froideur. Elle portait une robe légère, bleue, rien de professionnel, et ses cheveux étaient légèrement différents, moins impeccables que d'habitude, comme si elle avait décidé de se permettre d'être simplement elle-même, plutôt que la directrice générale de Nova Pharm. Nous nous sommes regardés une seconde avant de se faire la bise. Cette hésitation commune de deux personnes qui ne savent plus exactement où elles en sont l'une avec l'autre. Puis nous sommes entrés dans le café, nous avons commandé 2 expressos, et nous nous sommes assis à une table en terrasse sans avoir besoin de décider où nous asseoir, nos corps trouvant naturellement le chemin vers la même table comme s'ils se souvenaient mieux que nos têtes. La conversation a commencé prudemment. Lyon, le quartier, mes impressions, mon appartement à la Croix-Rousse qu'elle connaissait bien, les recommandations de restaurants, les meilleures boulangeries, des conversations de surface, légères, mais portées par quelque chose d'autre en dessous, ce courant invisible qui court sous les mots quand 2 personnes ont une histoire commune qu'elles ne mentionnent pas encore. C'est elle qui a brisé la surface en premier, avec cette franchise directe qui était l'une des choses que j'avais le plus appréciées chez elle. Elle m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas prévenue, simplement, sans accusation dans la voix, juste de la curiosité sincère. Je lui ai répondu honnêtement. J'avais eu peur de sa réaction. Je ne voulais pas mettre une pression supplémentaire sur quelque chose qu'on avait laissé se dissoudre naturellement, et je respectais cette frontière qu'elle avait établie entre le professionnel et le personnel. Elle a écouté, elle a réfléchi, et elle a dit que c'était raisonnable, mais qu'elle aurait préféré savoir que la surprise dans le bureau n'avait pas été la plus confortable de sa vie. Puis elle m'a demandé ce que je pensais de nous retrouver là, dans sa ville, dans notre entreprise commune, dans ce café le samedi matin avec nos expressos. Je lui ai répondu que je ne savais pas encore ce que ça signifiait, et j'ai ajouté, en la regardant dans les yeux, que ce n'était peut-être pas plus mal de ne pas savoir, puisque la dernière fois que nous avions commencé quelque chose sans savoir où ça menait, ça avait quand même donné quelque chose de beau. Elle a regardé son café un moment, puis elle a levé les yeux vers moi avec cette expression entre sérieux et légèreté qui lui était si personnelle, et elle a dit que Paris avait été une parenthèse et que peut-être Lyon serait quelque chose de plus, quelque chose qu'on n'avait pas besoin de définir tout de suite mais qui méritait d'être tenté, avec moins de prudence que la première fois. Nous avons fait le marché ensemble ce matin-là, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle connaissait tous les producteurs, les fromagers, les maraîchers. Elle m'expliquait les spécificités de chaque fromage lyonnais, avec une passion qui contredisait totalement l'image de la directrice générale froide et mesurée. J'ai acheté une tome de chèvre qu'elle avait recommandée avec une conviction absolue. Elle a acheté des fraises et en a mangé une directement en marchant, sans façon, et j'ai pensé que c'était la chose la plus humaine et la plus charmante que je l'ai jamais vue faire. Ce samedi a duré jusqu'au soir. Nous avons déjeuné dans une bouchon lyonnais traditionnelle qu'elle connaissait, un de ces endroits avec des nappes à carreaux rouges et blancs et une ardoise qui propose le même menu depuis des décennies, et nous avons mangé des quenelles, et j'ai reconnu avoir exagéré lors de notre premier déjeuner parisien sur la supériorité absolue des vins de Bordeaux, ce qui l'a fait rire de ce vrai rire que j'avais attendu pendant des semaines. Et puis, dans l'après-midi, alors que nous marchions dans les rues du Vieux-Lyon, quelque chose a changé. Pas dramatiquement, pas avec un grand moment romantique digne d'un roman de Stendhal, mais discrètement, solidement. Elle a glissé sa main dans la mienne en passant devant la cathédrale Saint-Jean, comme si elle le faisait depuis toujours, sans commentaire, sans annonce, et nous avons continué à marcher en parlant d'autre chose, sa main dans la mienne, et le soleil de juillet faisait des ombres longues sur les pavés de la vieille ville. Ce soir-là, en rentrant chez moi à pied sur les pentes de la Croix-Rousse, j'ai eu cette sensation particulière que j'associe aux moments importants de ma vie, cette conscience aiguë du présent, de l'air, de la lumière, des bruits de la ville, comme si tous mes sens étaient soudainement en éveil parce que quelque chose de réel venait de recommencer. Mais le lendemain, tout s'est compliqué. Le lundi matin, Jade m'a envoyé un mail professionnel formel concernant le rapport de prospection que je devais remettre en fin de semaine. Rien d'autre. Comme si le samedi n'avait pas existé. J'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait, puis j'ai réalisé, elle avait peur. Pas d'une manière qu'elle aurait admise facilement, pas d'une peur visible ou déclarée, mais cette peur sourde des personnes qui ont déjà été blessées par leur propre confiance, qui ont déjà laissé quelque chose prendre trop de place et se sont retrouvées démunies quand ça s'est effacé. J'ai répondu au mail professionnellement et je lui ai envoyé un second message sur son téléphone. Un seul mot, toujours en minuscule comme notre premier échange. Samedi.
pour lui rappeler que ça avait existé, que je n'allais pas faire semblant de ne pas le savoir, et que je n'avais pas l'intention de disparaître simplement parce que c'était plus confortable de faire comme si. Elle n'a pas répondu de la journée. Le soir, à 19h passées, alors que je lisais sur mon canapé sans vraiment lire, mon téléphone a vibré. Son message était un peu plus long cette fois. Elle disait que le samedi avait été une belle journée, qu'elle ne regrettait rien, mais qu'elle avait besoin que je comprenne que sa position n'était pas simple, que mélanger à nouveau le professionnel et le personnel lui faisait peur, qu'elle avait mis du temps à construire sa légitimité dans cette entreprise et qu'elle ne voulait pas la compromettre. Et puis, après cette série de raisons rationnelles et défensives, elle avait ajouté une dernière phrase, séparée des autres par un saut de ligne, comme si elle l'avait écrite après avoir hésité longtemps. Mais quand tu as pris ma main devant la cathédrale, j'ai pensé que peut-être la prudence avait assez duré. J'ai relu cette dernière phrase 3 fois avant de répondre. Puis j'ai écrit, « Alors faisons confiance à ce que tu as pensé devant la cathédrale, et laissons la prudence se reposer un peu. » Le lendemain matin, en arrivant au bureau, il y avait un café sur mon bureau, un expresso, dans un gobelet en carton, avec un post-it dessus. Une seule ligne, son écriture petite et précise, pour commencer sans renverser celui-là. Ce café sur mon bureau avec son post-it a changé quelque chose dans l'atmosphère entre nous, comme si ce petit geste avait eu le courage de dire ce que nos conversations prudentes n'arrivaient pas encore à formuler clairement. Il y avait dans cette attention simple, ce gobelet en carton posé discrètement sur mon bureau avant mon arrivée, une tendresse que je n'avais pas vue venir et qui m'a touché plus profondément que n'importe quelle grande déclaration n'aurait pu le faire. Jade Mercier, directrice générale de Nova Pharm, femme de rigueur et de maîtrise, avait traversé l'open space à l'aube avec un café pour moi. C'était peu et c'était énorme en même temps. Les semaines qui ont suivi ont eu cette qualité particulière des débuts qui savent qu'ils sont des recommencements, plus denses, plus conscients, avec moins d'innocence mais beaucoup plus de profondeur. Nous avons recommencé à nous voir le week-end, sans l'annoncer à personne, sans l'officialiser d'aucune manière, juste 2 personnes qui choisissaient de passer leur temps libre ensemble, avec une régularité qui se suffisait à elle-même. Lyon devenait pour moi une ville double, celle du travail en semaine avec ses réunions et ses rendez-vous et ses rapports à remettre, et celle du week-end avec Jade, qui était une ville différente, plus lente, plus sensible, traversée de lumières que je n'aurais pas vues seule. Elle m'a appris Lyon comme on apprend une langue, progressivement, avec patience, en commençant par les mots les plus simples avant d'arriver aux nuances. Les traboules d'abord, ces passages secrets que j'avais découverts à moitié lors de nos week-ends du premier hiver et que je redécouvrais maintenant avec elle comme guide, ces couloirs sombres et frais qui débouchent sur des cours intérieurs baignés de lumière, avec le même effet de surprise chaque fois. Puis les bouchons, ces restaurants typiquement lyonnais que les autres villes ne reproduisent jamais tout à fait parce qu'il manque toujours quelque chose. Cette ambiance précise, ce tablier de sapeur servi sans cérémonie, ce pot de Beaujolais qu'on commande sans se poser de questions. Puis les pentes de la Croix-Rousse, mon quartier qu'elle connaissait mieux que moi, les escaliers qui descendent vers la Saône, les murs couverts de fresques murales qui racontent l'histoire de la soie et des canutes, ces ouvriers tisseurs qui avaient fait la richesse et la révolte de la colline. J'apprenais aussi Jade avec cette même progressivité, la vraie Jade, celle d'avant les réunions et les présentations, celle qui existait le samedi matin en robe légère avec des fraises dans la main. Elle lisait énormément, des romans principalement, une bibliothèque entière dans son appartement du 6e arrondissement, des rangées et des rangées de livres organisés, non pas par auteur ou par genre, mais par couleur de couverture, ce qui m'avait semblé fantaisiste et charmant et très révélateur d'un côté de sa personnalité que le bureau ne montrait jamais. Elle cuisinait bien, avec cette précision méthodique qu'elle apportait à tout, mais capable aussi d'improviser quand le marché lui avait donné des idées, et ses dîners avaient cette qualité des repas faits par quelqu'un qui aime vraiment nourrir les gens. Elle courait le dimanche matin très tôt avant que la ville se réveille, sur les berges du Rhône, et quand je lui ai dit que je courais aussi, elle m'a proposé de venir, puis s'est reprise immédiatement, en disant qu'elle courait seule, et que c'était son moment à elle, et j'ai trouvé ce recul sur elle-même, cette capacité à se corriger honnêtement, profondément attachant. Mais tout n'était pas simple, et je serais malhonnête de raconter ces semaines comme si elles avaient été une progression linéaire vers le bonheur. Il y avait des résistances, des retraits soudains, des moments où elle se fermait sans prévenir avec cette habileté, des gens qui ont appris à se protéger en devenant inaccessibles. Un dimanche après-midi, nous étions dans mon appartement de la Croix-Rousse,
Elle lisait sur le canapé pendant que je travaillais à la table, une de ces scènes domestiques tranquilles qui ressemblent à une vie ordinaire, et j'ai dit quelque chose d'anodin, une remarque sur un week-end à venir sur le fait qu'on pourrait peut-être partir quelques jours en dehors de Lyon, et elle a relevé la tête de son livre avec une expression que je ne lui avais pas encore vue, une sorte de panique froide, quelque chose qui ressemblait à de la fuite, et elle a dit qu'elle avait du travail ce week-end-là, qu'elle avait oublié un déplacement prévu, et elle est partie 1 heure plus tard, avec ce sourire de façade qui ne trompait personne. J'ai mis 2 jours à comprendre ce qui s'était passé, pas à analyser, pas à lui en vouloir, mais à comprendre vraiment. Il y avait chez Jade une peur de la continuité, de la projection dans le temps, de ces plans à deux qui présupposent une durée. La première fois que nous nous étions connus à Paris, elle avait vécu cette relation dans une parenthèse géographique et temporelle qui la rendait supportable, presque sûre. Si ça finissait, c'était la distance qui en était responsable, pas elle, pas lui, juste la géographie. Maintenant, nous étions dans la même ville, dans la même entreprise, et chaque semaine qui passait rendait la chose plus réelle et donc plus dangereuse. Le mercredi soir, je lui ai envoyé un message qui n'était pas une question et pas un reproche, juste une observation. Je lui ai dit que je savais qu'elle avait peur, que je comprenais pourquoi, et que je n'allais pas faire semblant que la situation était simple parce qu'elle ne l'était pas, mais que ce que nous construisions méritait mieux que d'être saboté par anticipation, par peur de quelque chose qui n'était pas encore arrivé et n'arriverait peut-être jamais. Et j'ai ajouté la seule chose que je savais dire sans hésiter, que depuis le congrès de Paris jusqu'à ce café sur mon bureau en passant par tout le reste, je n'avais jamais eu autant de certitude sur quelqu'un qu'avec elle. Elle n'a pas répondu ce soir-là, ni le lendemain matin. J'ai travaillé toute la journée du jeudi avec ce silence sur le téléphone qui pesait de plus en plus lourd, cette attente qui déforme le temps et rend chaque heure plus longue que la précédente. Le jeudi soir, je suis allé courir seul sur les pentes de la Croix-Rousse, pas sur les berges du Rhône qui étaient à son territoire, mais dans mon quartier à moi, dans les escaliers raides et les ruelles pavées, et j'ai couru longtemps, jusqu'à ce que mes poumons me demandent grâce et que ma tête soit suffisamment vide pour penser clairement. En rentrant chez moi, essoufflé et apaisé, j'ai trouvé un message d'elle, long, pour elle qui économisait ses mots comme une ressource précieuse. Elle me parlait de sa première grande relation amoureuse à 26 ans, avec quelqu'un qui était également dans le milieu professionnel, et comment ça s'était mal terminé, pas de manière spectaculaire mais de cette façon lente et douloureuse où les gens se désaiment en se regardant tous les jours, et où on finit par associer le visage de l'autre à la douleur. Elle me disait que depuis cette expérience, elle avait construit des règles, des distances, des frontières, que ces règles l'avaient protégée mais aussi isolée d'une façon qu'elle ne voulait plus tout à fait accepter. Et puis à la fin du message, après cette confession qui avait dû lui coûter quelque chose, elle me disait que j'avais raison, que la peur ne devrait pas décider à notre place, et que si j'avais encore envie de ce week-end hors de Lyon, elle avait entendu parler d'un endroit dans le Vercors qui méritait le détour. J'ai relu ce message 2 fois, puis j'ai souri dans mon appartement vide. Ce genre de sourire qu'on fait pour personne parce qu'on est seul, mais qu'on fait quand même parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Ce week-end dans le Vercors s'est produit 2 semaines plus tard, et il a été l'une de ces expériences qui se déposent en vous comme un sédiment, quelque chose de permanent qui modifie la composition de ce que vous êtes. Nous avions loué une maison de pierre dans un village accroché à la montagne, avec une terrasse qui donnait sur les plateaux et les forêts de hêtres, et le silence de ces endroits-là, ce silence de montagne qui n'est pas l'absence de son mais une présence en soi, avait quelque chose de réparateur que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Loin de Lyon, loin du bureau, loin de tous les contextes qui nous définissaient professionnellement, nous étions simplement Raphaël et Jade, 2 personnes dans une maison de pierre avec une terrasse et des étoiles au-dessus des êtres. Nous avons randonné le premier jour sur un chemin qui longeait les falaises du Vercors, ces parois verticales de calcaire blanc qui tombent sur les plaines de l'Isère, et Jade marchait devant moi sur les passages étroits, avec cette assurance physique que je ne lui connaissais pas. Ce n'était pas la même femme que dans les salles de réunion, elle était différente en montagne, plus libre, plus légère, et cette légèreté me rendait heureux d'une façon difficile à rationaliser. Le soir, nous avons cuisiné ensemble dans la petite cuisine de la maison de location, une vraie daube de bœuf qu'elle avait appris à faire de sa grand-mère de Grenoble, et nous avons mis 2 heures à la préparer en buvant un verre de vin rouge et en parlant de nos familles pour la première fois vraiment, de nos enfances, de nos parents, de ces choses personnelles qu'on garde longtemps avant de les partager, parce qu'elles définissent trop précisément ce qu'on est. Elle m'a parlé de son père, chirurgien à Lyon,
et de cette pression silencieuse d'excellence qui avait structuré toute son éducation, cette nécessité de réussir qui était devenue si interne, si profonde, qu'elle ne savait plus toujours si elle travaillait pour elle-même ou pour satisfaire une attente vieille de 30 ans. Je lui ai parlé de ma mère, professeure de lettres à Bordeaux, qui m'avait transmis le goût des mots et la conviction que comprendre les gens était le talent le plus utile qu'on puisse développer, plus utile que n'importe quelle compétence technique. Nous avons mangé cette daube sur la terrasse sous les étoiles du Vercors qui sont différentes des étoiles des villes, plus nombreuses, plus présentes, avec cette sensation que le ciel est plus vaste en altitude. Et après le dîner, dans le silence de cette nuit de montagne, Jade a dit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu de dire. Je le sentais à la façon dont les mots sont sortis, un peu hésitants, pas construits comme ses phrases habituelles. Elle m'a dit qu'elle pensait que Paris avait été le début, que les 8 mois de silence avaient été une erreur, et que Lyon était peut-être la chance de ne pas répéter cette erreur. Je n'ai rien répondu immédiatement. J'ai regardé les étoiles une seconde, puis je lui ai dit que j'étais d'accord, que j'avais pensé la même chose depuis le premier jour où j'avais entendu sa voix dans le couloir du bureau lyonnais, et que si elle était prête à ne pas saboter ça cette fois, moi je l'étais aussi. Le retour à Lyon le dimanche soir a eu cette qualité particulière des retours après lesquels rien n'est tout à fait pareil qu'avant le départ. La ville s'est présentée sous les fenêtres du train avec ses lumières du soir, les quais illuminés, la colline de Fourvière avec sa basilique dorée qui domine tout, et j'ai pensé que je commençais vraiment à appartenir à cette ville, pas seulement géographiquement mais intérieurement. Les semaines suivantes ont apporté leur lot de complications, parce que la vie réelle est ainsi faite, et parce que 2 personnes qui se retrouvent après s'être perdues portent chacune ses angles et ses aspérités qu'il faut apprendre à ne pas heurter. Il y a eu une dispute un soir d'août, la première vraie dispute à propos d'un dîner professionnel où elle m'avait traité exactement comme tous les autres collaborateurs, sans un regard différent, sans un signe, et où j'avais trouvé ça blessant d'une manière que je n'avais pas su contenir. Je lui avais dit, en rentrant chez moi, que je comprenais ses raisons professionnelles mais que je me sentais parfois comme quelqu'un qu'elle avait décidé de tenir à distance, même quand nous étions dans la même pièce. Elle avait répondu avec cette franchise qui pouvait être cruelle, que je savais depuis le début qui elle était, que cette séparation entre les 2 sphères n'était pas une punition, mais une nécessité, et que si ça ne me convenait pas, il valait mieux le dire maintenant. Il y avait eu un silence froid de 3 jours. 3 jours pendant lesquels nous nous étions croisés au bureau avec une politesse professionnelle impeccable qui valait tous les discours sur ce que nous ressentions tous les deux, cette capacité à nous faire mal précisément parce que nous tenions l'un à l'autre. Le 3e soir, c'est moi qui avais fait le premier pas, parce que j'avais réfléchi et j'avais compris qu'elle avait raison sur le fond même si la forme était douloureuse. J'avais frappé à sa porte, elle avait ouvert, et nous nous étions regardés un long moment sans parler avant qu'elle recule pour me laisser entrer. Cette dispute, paradoxalement, nous avait rapprochés, parce qu'elle avait établi quelque chose d'important. Nous étions capables de nous dire des choses difficiles sans nous effondrer. Nous étions capables de traverser 3 jours de silence et de revenir l'un vers l'autre sans que le chemin ait disparu entre-temps. Il y avait dans cette résistance de la relation quelque chose de rassurant, cette solidité des choses qui tiennent sous la pression. Septembre est arrivé avec la rentrée et ses rythmes plus intenses, les projets qui s'accélèrent avant la fin d'année, les objectifs à atteindre, les plannings qui débordent. Jade était plus sollicitée que jamais. Un projet d'expansion internationale qui mobilisait une grande partie de son énergie, des voyages fréquents, des semaines entières à Paris ou à Bruxelles. Ces absences me pesaient autrement que la distance de notre première tentative, parce que maintenant Lyon était notre ville commune et son appartement vide dans le 6e avait quelque chose de mélancolique que je ressentais même depuis mon quartier sur la colline. Un soir d'octobre, elle était rentrée tard d'un déplacement à Paris, fatiguée d'une fatigue qui était plus que physique, cette lassitude des gens qui portent trop de responsabilités depuis trop longtemps et qui commencent à se demander si le poids en vaut la peine. Je lui avais préparé à manger, quelque chose de simple, une soupe et du pain et un morceau de fromage qu'elle aimait, et elle s'était assise à ma table de la Croix-Rousse avec ses chaussures à la main, et elle avait mangé en silence. Pas un silence fermé, mais un silence d'épuisement honnête, et à la fin elle avait posé sa tête sur son bras sur la table, et elle avait dit tout bas qu'elle ne savait pas comment les gens faisaient pour avoir une vie professionnelle intense et une vie personnelle en même temps, que ça lui semblait une équation impossible. Je lui avais répondu que peut-être l'équation ne se résolvait pas, qu'elle se vivait, jour par jour, en acceptant que certains jours, l'une des 2 sphères l'emporte sur l'autre, et que ce soir, par exemple,
Il n'y avait pas de directrice générale à cette table, juste elle, et que c'était bien. Elle avait levé la tête et me regardait avec une expression que je n'avais vue qu'une ou deux fois, depuis que nous nous connaissions. Quelque chose de complètement sans défense, sans le masque professionnel, sans la maîtrise calculée, juste une femme de 33 ans assise dans une cuisine de Lyon un soir d'octobre avec sa paire de chaussures à la main. Et elle avait dit, très simplement, que je lui avais manqué pendant ce déplacement à Paris, et que ce n'était pas quelque chose qu'elle disait facilement, et qu'elle voulait que je sache que c'était vrai. C'était peut-être le moment le plus important depuis le début, plus important que le samedi au marché, plus important que les étoiles du Vercors, parce que c'était la première fois qu'elle disait clairement, sans sous-texte, sans parenthèse, « Tu comptes pour moi ». Novembre a apporté une nouvelle complication, et celle-là était d'une nature que je n'avais pas anticipée. Une rumeur avait commencé à circuler dans le bureau lyonnais, cette façon qu'ont les bureaux de créer leurs propres histoires, avec les fragments de réalité qu'ils observent. Quelqu'un avait remarqué que la directrice générale et le nouveau représentant bordelais déjeunaient parfois ensemble, qu'ils arrivaient le lundi matin avec cette légère tension de gens qui ont passé le week-end ensemble et n'en disent de rien, que le café sur le bureau avait été vu et interprété correctement par quelqu'un de plus observateur que les autres. Rien n'était dit directement, mais les regards avaient échangé, ces micro-signaux sociaux que les gens envoient quand ils savent quelque chose, mais font semblant de ne pas le savoir. Jade l'a su avant moi, évidemment, parce qu'elle avait l'antenne de quelqu'un habitué à lire les ambiances collectives. Un vendredi midi, elle m'a demandé de passer à son bureau, porte fermée, et elle m'a dit ce qu'elle avait capté, avec cette directness qui était sa façon d'aborder les problèmes, en les regardant en face plutôt qu'en espérant qu'ils se résolvent seuls. Elle n'avait pas l'air affolée, mais elle était sérieuse et elle m'a dit qu'elle voulait qu'on en parle, vraiment, sans fuir le sujet, parce que c'était quelque chose qui la touchait directement dans sa position. J'ai répondu que si elle voulait protéger sa position, j'étais prêt à faire ce qu'il fallait, à être encore plus discret, à ne pas déjeuner avec elle pendant un temps, à maintenir une distance professionnelle irréprochable. Et puis, j'ai ajouté la question qui était au fond de tout, est-ce qu'elle voulait continuer? Pas par défi, pas par ultimatum, mais parce que c'était la question réelle, l'unique question qui importait derrière toutes ces considérations pratiques. Elle a réfléchi un long moment, regardant par la fenêtre de son bureau qui donnait sur les platanes du 6e, et puis elle s'est retournée vers moi, et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Elle m'a dit qu'elle avait passé 10 ans à construire une légitimité professionnelle, qu'elle avait protégée comme son bien le plus précieux, qu'elle avait sacrifié des relations, des projets personnels, des moments de vie entiers sur l'autel de cette légitimité, et qu'elle avait fini par confondre se protéger et se priver, et que depuis le mois de juillet, depuis le café sur le bureau et les traboules et les étoiles du Vercors, elle ne voulait plus confondre les deux. Elle a demandé un rendez-vous avec la direction des ressources humaines le lundi suivant, et elle a déclaré officiellement notre relation en précisant les mesures d'organisation qu'elle proposait pour éviter tout conflit d'intérêts. Ne plus avoir de supervision directe sur mon poste, me faire passer sous la responsabilité du directeur régional, sans intermédiaire hiérarchique avec elle, et accepter un audit externe de ses décisions concernant les promotions et évaluations de l'équipe lyonnaise, pendant la durée de notre relation. Des mesures méticuleuses, réfléchies, préparées avec cette rigueur qu'elle apportait à tout, qui démontrait exactement ce qu'elle était, quelqu'un qui ne faisait rien à moitié, et qui, quand elle décidait de faire confiance, le faisait complètement. La direction avait accepté. Et ce lundi après-midi, quand elle m'avait envoyé un message pour me dire que c'était fait, j'avais eu ce sentiment étrange et fort que quelque chose venait de commencer vraiment, sans parenthèse cette fois, sans géographie provisoire, sans prudence excessive, quelque chose qui avait un avenir possible. Décembre à Lyon est une saison à part. La ville se couvre de lumière, le marché de Noël s'installe sur les quais de Saône, et la fête des Lumières transforme les façades des immeubles en écrans géants pendant 4 nuits, cette tradition lyonnaise qui attire des centaines de milliers de visiteurs et qui donne à la ville une magie que je ne lui connaissais pas encore. Jade m'avait dit depuis notre premier week-end commun que la fête des Lumières était le moment de l'année qu'elle préférait à Lyon, et j'avais noté ça dans un coin de ma mémoire, sans savoir encore si nous serions encore ensemble en décembre. Nous l'étions. Le premier soir des Lumières, nous sommes sortis ensemble dans cette ville illuminée, sans nous cacher, sans calculer qui pourrait nous voir, juste 2 personnes parmi les centaines de milliers qui marchaient dans les rues de Lyon, en levant les yeux vers les façades transformées en tableaux de lumière. Il y avait quelque chose d'émouvant dans cette foule, cette célébration collective de la lumière au cœur de l'hiver,
Et Jade marchait à côté de moi avec ce sourire que je connaissais maintenant bien. Pas le sourire professionnel, mais l'autre, celui qu'elle réservait au moment où elle était vraiment heureuse et qu'elle ne cherchait plus à contrôler. Devant une installation lumineuse sur la place Bellecour, une cascade de lumières bleues et blanches qui tombèrent du ciel comme une pluie inversée, elle s'est retournée vers moi, et elle m'a demandé si je me souvenais de ce qu'elle m'avait dit à Paris, lors du congrès, ce soir du cocktail avec le champagne et les lumières tamisées. Je lui ai dit que oui, que je m'en souvenais mot pour mot. Elle m'a demandé si les parenthèses lui semblaient encore la même chose qu'avant. J'ai regardé les lumières bleues qui tombaient autour de nous, la foule qui circulait, Lyon dans toute sa splendeur de décembre, et j'ai répondu que non, que les parenthèses, c'était ce qu'il y avait autour maintenant, et que ce qui se passait entre nous était devenu la phrase elle-même. Elle a glissé sa main dans la mienne, exactement comme devant la cathédrale Saint-Jean en juillet, ce même geste simple et décisif, et nous avons continué à marcher dans Lyon illuminé. Je pense souvent, avec le recul de ces mois, à ce que cette histoire m'a appris sur la façon dont les choses importantes arrivent dans une vie. Pas de manière spectaculaire, pas avec des signes évidents et des moments clairement identifiables comme fondateurs, mais par accumulation de petits gestes, de cafés renversés et de messages d'une ligne, de week-ends dans le Vercors et de disputes suivies de silence, suivies de soupe chaude un soir d'octobre, de mains glissées dans des mains devant des cathédrales et sous des cascades de lumière bleue. Je pense à cette femme qui avait appris à se protéger si efficacement qu'elle avait failli se priver de quelque chose de réel. Je pense à moi-même, à cet homme qui avait cru avoir tourné une page et qui découvrait qu'on ne tourne pas vraiment les pages des histoires inachevées, qu'elles attendent, simplement, patiemment, le bon moment pour se rouvrir. Lyon n'était pas la ville que j'aurais choisie si on m'avait demandé. Bordeaux me convenait. J'y avais mes habitudes, mon appartement haussmannien, mes pigeons sur le balcon. Mais la vie ne demande pas toujours. Et c'est peut-être sa grande intelligence. Elle déplace les gens là où ils ont besoin d'aller, avant qu'ils le sachent eux-mêmes. J'avais 29 ans quand j'avais renversé du café sur une inconnue dans un couloir du Palais des Congrès de la Porte-Maillot. J'avais 30 ans maintenant, dans une cuisine de la Croix-Rousse, dans une ville qui était devenue la mienne, avec une femme qui avait choisi de laisser la prudence se reposer et qui cuisinait des daubes de bœuf le vendredi soir, en argumentant avec conviction sur la supériorité de la cuisine lyonnaise sur toute autre cuisine française, ce que je continuais à contester non par conviction, mais parce que j'aimais l'entendre défendre ses positions avec cette passion tranquille qui était, depuis le premier jour dans ce couloir de congrès, l'une des choses que je préférais chez elle. Dehors, Lyon continuait. La Saône et le Rhône coulaient vers le sud. Les Traboules gardaient leurs secrets entre leurs murs anciens. Et sur la colline de la Croix-Rousse, dans un appartement au plafond haut et aux fenêtres à petits carreaux, 2 personnes avaient décidé que la distance n'aurait plus le dernier mot.